C'est l'heure du journal de l'économie sur Sika TV. C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de ce numéro. Un numéro que nous démarrons tout de suite avec le sommaire. Séance d'explication sur la loi de finances 2018 à Cotonou au Bénin. Objectif, sensibiliser sur les nouvelles dispositions. Le FMI appelle les politiques à engager des réformes. C'est à l'occasion du Forum économique mondial. Enfin, le nombre de milliardaires dans le monde a connu sa plus forte hausse de l'histoire en 2017, selon le rapport d'Oxfam sur les inégalités dans le monde. Et nous démarrons cette édition par le Bénin, où la Direction générale des impôts a organisé la semaine dernière à Cotonou une séance d'explication sur la loi de finances 2018, à l'intention bien sûr des opérateurs économiques et des différents corps de métier. L'objectif de cet exercice est de sensibiliser la cible sur les nouvelles dispositions contenues dans la dite loi et qui seraient à l'avantage des deux parties. Des contribuables béninois réunis dans une salle archi-comble à l'appel de la Direction générale des impôts. La scène n'est pas fréquente à Cotonou et est destinée à améliorer les relations entre l'administration fiscale et les contribuables. Il s'agit précisément ici de sensibiliser les opérateurs économiques et les différents corps de métier sur la loi de finances 2018. L'accomplissement de la mission de la Direction générale des impôts que je représente ici serait plus aisé à maints égards avec des entreprises républicaines connaissant leurs droits et leurs devoirs, en un mot, bien averties, bien conseillées et bien éduquées. La loi de finances gestion 2018 comporte de nouvelles mesures fiscales créant des obligations à la charge des citoyens ainsi que des droits et autres avantages à leur profit. Ces obligations, droits et avantages ont été longuement expliqués à l'auditoire au cours de cette rencontre à travers 4 communications présentées respectivement par les services du Trésor public, de l'Agence nationale du domaine et du foncier, des douanes et de la Direction générale des impôts, lesquelles communications ont mis en exergue les différentes mesures prises dans la loi de finances 2018 pour soulager le contribuable au Bénin. Ces mesures sont classées en 3 catégories, les mesures sociales, les mesures en faveur des entreprises et les mesures de lutte contre la fraude fiscale. Les mesures en faveur des entreprises. Je peux parler de la dispense des amendes et pénalités pour la formalisation des entreprises du secteur informel. Aujourd'hui, c'est clair que les contrats et les actes des sociétés sont enregistrés à un taux de 0%. Cela n'existe pas dans la sous-région. Nous avons également les exonérations sur le matériel informatique, je répète, qui profitent également aux entreprises. Les exonérations sur les bus et minibus à l'état neuf et sur les camions neufs. Cette séance d'explication sur la loi de finances 2018 a permis aux contribuables d'exposer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et de formuler des doléances pour la facilitation de la gestion de leurs dossiers fiscaux. Ils ont par ailleurs dénoncé une pression fiscale trop forte, le harcèlement des agents collecteurs d'impôts et le trafic d'influence exercé par certains inspecteurs d'impôts. La directrice générale du Fonds monétaire international appelle les politiques réunis à Davos, en Suisse, à l'occasion du Forum économique mondial, à ne pas se reposer sur les lauriers de la reprise. Christine Lagarde estime que ces politiques doivent plutôt profiter de l'embellie économique pour justement engager des réformes dans leurs pays respectifs. Global growth has been accelerating since 2016. La croissance mondiale s'accélère depuis le milieu de l'année 2016 et tous les signes laissent présager un nouveau renforcement cette année et l'année prochaine. C'est une bonne nouvelle. So this is very welcome news, and that complacency is actually one. La complaisance est en fait l'un des risques auxquels nous devrions prendre garde. Nous devrions certainement nous sentir encouragés, mais pas satisfaits. Pourquoi est-ce ainsi? Tout d'abord,
Il y a encore trop de gens laissés pour compte par la reprise et l'accélération de la croissance. Il s'agit clairement d'une reprise cyclique, surtout cyclique. Et en l'absence de réformes continues, les forces fondamentales qui nous ont tant préoccupés par ce nouveau médiocre que nous craignons, c'est-à-dire les cicatrices de la crise, la faible productivité, le vieillissement de la population et ainsi de suite, et le potentiel de croissance future, tout cela continuera de peser sur les perspectives à moyen terme. All of that will continue to weigh on medium-term prospects. 82% de la richesse qui a été créée en 2017 dans le monde ont terminé entre les mains de 1% des personnes les plus riches de la population de la planète. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport sur les inégalités dans le monde publié par l'ONG Oxfam. Cette organisation dénonce le fait que les femmes semblent être celles qui paient le prix fort de ces inégalités. En 2017, le nombre de milliardaires dans le monde a connu sa plus forte hausse de l'histoire, à raison de milliardaires tous les 2 jours. C'est l'essentiel à retenir du rapport sur les inégalités dans le monde publié par l'organisation Oxfam. Ce document de 92 pages, basé sur diverses études menées et statistiques collectées à travers le monde, fait ressortir que 82% de la croissance des richesses créées dans le monde en 2017 ont bénéficié à 1% des personnes les plus riches, alors que la situation n'a pas évolué pour les 50% les plus pauvres. Ce qui, selon Oxfam, offre un véritable contraste avec la situation des personnes les plus pauvres, dont la précarité ne cesse de croître. L'Afrique demeure l'un des continents les plus touchés par cette situation d'inégalité. En effet, les fortes croissances que connaissent les pays du continent ces dernières années ne profitent qu'à une couche infime de la population, à savoir les plus nantis. Ainsi, en Afrique du Sud, par exemple, la moitié des revenus salariaux est détenue par seulement 10% de la population, tandis que les 50% les plus pauvres de la main-d'œuvre se partagent 12% de tous les salaires. Afin de réduire ces inégalités, l'ONG Oxfam préconise entre autres l'éradication de l'extrême richesse à travers la mise en place de politiques fiscales adaptées. Pour cette organisation, les États doivent veiller à ce que les revenus totaux des 10% les plus riches ne dépassent pas les revenus de 40% les plus pauvres. Nous allons maintenant marquer une petite pause, le temps d'installer notre chroniqueur Casimir Pédio, que nous retrouvons donc dans un instant. Casimir Pédio, bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Comme vous l'aviez annoncé hier, vous nous emmenez aujourd'hui au Mali pour parler de la balance commerciale de ce pays, une balance qui va grimper jusqu'en 2020. C'est bien ça Inès, il faut dire que la balance commerciale du Mali va rester déficitaire, donc va monter en croissance dans le sens négatif bien évidemment jusqu'en 2020, et ceci parce que les importations sont plus importantes que les exportations dans ce pays-là. Il faut déjà dire que le Mali, c'est quand même une très grande production, c'est un pays d'une très grande production du coton. C'est également un pays qui exporte beaucoup plus l'or, et donc normalement, raisonnablement, ce pays ne devrait pas avoir une balance commerciale déficitaire. Qu'est-ce qui se passe alors ? Merci Inès. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les exportations sont à l'étape brute, c'est-à-dire le coton malien est exporté de façon sauvage vers donc l'Asie, l'Europe, l'Amérique, et également l'or malien est exporté dans sa quasi-totalité vers ces pays-là. Et donc, le pays n'arrive pas à transformer sa production. Déjà, le produit de rente qu'est le coton, le Mali se positionne déjà comme le leader au niveau de la sous-région. Mais malgré cela, l'or blanc n'arrive pas à donner un mieux-être aux recettes au niveau donc de ce pays-là. Et lorsqu'on descend un peu plus bas au niveau donc de l'agriculture de subsistance, c'est-à-dire l'agroalimentaire, les produits agroalimentaires, le Mali, c'est quand même un pays de production également de céréales et de denrées pour donc la population.
Mais malgré cela, je continue par le dire, le pays n'arrive pas à produire suffisamment pour sa population déjà. Et donc, les besoins en termes donc d'alimentation sont sollicités sur le marché international, notamment l'Europe, l'Asie et bien d'autres encore, ce qui fait que les importations sont toujours supérieures aux exportations. Et ce, depuis les années 1967, le Mali n'a jamais pu donc avoir une balance commerciale excédentaire. Et donc, le problème se pose au niveau de ce pays. Il faut déjà dire quand même qu'au nombre des 3 pays que nous avons étudiés en termes donc de pays exportateurs du coton, pays exportateurs donc de l'or blanc, les 3 pays n'arrivent donc pas à équilibrer leur balance commerciale. Donc ça pose un problème en termes donc de la priorité en termes des exportations. Très souvent, ces pays qui ont le coton comme matière première d'exportation n'arrivent donc pas à renverser la tendance. Et c'est une étude normalement que les experts de ces différents pays doivent pouvoir intégrer dans leur base de données pour identifier les véritables goulots d'étranglement. Kazmik Médior, quel impact tout ceci pourrait avoir sur l'économie du Mali? Le premier impact, c'est déjà sur la population. La population devra donc sortir beaucoup plus d'argent de la poche. Les producteurs travaillent, mais n'arrivent pas à se nourrir de leur production. Ça veut dire qu'ils vont, les fruits donc de leur labeur seront mis à contribution pour nourrir, par exemple, les Asiatiques, pour nourrir les Européens, pour nourrir les Américains. Et donc, le pays va travailler, mais ne sera jamais riche. Et c'est en ce moment, c'est la situation que vivent les Maliens. Ils travaillent beaucoup, mais ils nourrissent les autres pays. L'autre chose, c'est que l'État n'arrive pas à équilibrer donc, ses recettes. L'État sort beaucoup plus, donc sa devise sort beaucoup plus ses réserves au niveau donc, de la BCEAO pour aller s'offrir l'aisance au niveau donc, de sa population. C'est par exemple des programmes d'alimentation, c'est des soutiens à l'agroalimentaire au niveau donc du pays. Forcément, ce n'est pas des situations confortables pour l'économie malienne. Et au-delà de tout ça, c'est que vous avez une population qui travaille, mais qui véritablement vit dans la misère, dans la précarité. Et ceci n'offre pas à un pays comme le Mali l'aisance qu'il faut pour véritablement s'afficher sur l'échiquier commercial. Et d'ici à 2020, Kazmik Médior, à quoi ressemblera le Mali? Le Mali ressemblera toujours à ce pays qui a besoin beaucoup plus des importations que des exportations parce que, il y a la situation économique qui n'est pas favorable parce que la crise politique, la crise sécuritaire n'arrive donc toujours pas à être résolue dans ce pays et donc le pays n'arrive pas à produire suffisamment. Malgré donc les efforts fournis par les structures internes, notamment le Conseil national du patronat malien et surtout l'organisation des industriels de ce pays, le pays n'arrive toujours pas à équilibrer, à produire suffisamment sur le plan industriel pour véritablement apporter de la plus-value à son pays. Donc 2020 ne serait pas meilleur à 2018, mais il faut espérer après 2020 voir véritablement si le Malien pourra produire pour nourrir le Malien. Merci beaucoup Kazmik Médior, merci d'être venu donc nous parler de la balance commerciale du Mali. Rendez-vous demain dans la prochaine édition du Journal de l'économie. Pour cette fois-ci parler de la balance commerciale du Niger. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous, mais restez sur SICA, nos programmes continuent.